Au Luxembourg, on peut créer une société en moins d'une semaine. Vrai. Tous les avocats d'affaires finissent par travailler 70 heures par semaine. Ça dépend. Un peu vrai. Les clients lisent rarement les contrats qu'ils signent. Ça dépend aussi. Le Luxembourg est encore vu comme un paradis fiscal. Vrai. Une erreur dans une clause peut coûter des millions. Vrai. Faut pas se tromper. Le droit des sociétés, c'est sexy pour les juristes. Vrai, je dirais. Je me suis déjà retrouvée à négocier un contrat à 23 heures. Vrai, plus d'une fois. On peut devenir avocat sans jamais plaider devant un tribunal. Vrai. Et Le droit au Luxembourg, c'est de plus en plus européen. vrai. Je pourrais écrire un livre avec tout ce que j'ai vu en salle de réunion. Ah, 1 ou 2 tomes même. Bah, vends-le et comme ça je l'achète, je veux bien le lire. Bienvenue à tous et bienvenue dans ma chaîne Les Frontaliers Luxembourg. Aujourd'hui, nous allons interviewer une personne, une avocate en droit des sociétés. Et donc, elle s'appelle Rugiata. Rugiata, merci, je ne voulais pas écorcher, j'avais peur. Rugiata. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais bien, du coup, que tu me parles un peu de ton parcours. Ok, alors pour revenir sur mon parcours, je vais repartir jusqu'au lycée. Moi j'ai fait un bac S parce que je voulais avoir l'opportunité d'avoir plein de portes ouvertes parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire, que ce soit médecine, droit, etc. ou du commerce. Donc j'ai préféré faire un bac S. Et j'ai toujours su que je voulais faire des études relativement assez longues quand même, parce que j'ai entre guillemets toujours été bonne élève et je savais que j'avais des objectifs assez élevés. C'est vrai que c'est rare un bac S pour être avocate ensuite. Oui, mais finalement non, parce que quand je suis arrivée à la fac, dans mon TD, la majorité des gens avaient fait un bac S. Ah, bah comme quoi. Il y en avait beaucoup aussi qui avaient fait L ou ES, mais c'est vrai que S, c'était, je pense, la majorité des gens qui étaient avec moi en TD, mais c'est vrai que c'est pas forcément la filière de prédilection, même si, en fait, en S, on apprend quand même en fait, des raisonnements avec les maths et la physique qui nous permettent en fait aussi d'après, en droit, de les réutiliser en fait, et pour pouvoir apprendre et réussir entre guillemets aussi les études de droit. C'est quand même des choses qui peuvent nous aider en fait finalement avant quand on arrive en droit. Et donc après mon bac S, je suis allée à la fac, j'ai fait une double licence droit et LLCER anglais parce que pour moi en fait l'anglais c'est quelque chose que je voulais quand même garder parce que c'est très très important dans le monde dans lequel on vit maintenant. Et donc j'avais donc ces deux licences en même temps que j'ai faites à la fac de Paris-Saclay. Pendant 3 ans j'ai été dans cette université-là et donc ça nous a permis d'acquérir les bases en droit et puis continuer à pratiquer l'anglais d'une façon un peu plus prononcée que si on avait juste fait une licence de droit simplement. Et ensuite je suis partie faire mon master à la fac de Toulouse. Donc c'était un master... Au début, tu étais à Paris, c'est ça? Exactement. Au début, j'étais à Paris. Et ensuite, je suis partie à Toulouse faire mon master 1, plutôt droit international économique. Donc c'était un master... Ce qui était intéressant, en fait, c'était que c'était enseigné uniquement en anglais. Donc toutes les matières de droit en anglais. Donc c'était assez international. Donc ça me permettait autant de rester un peu donc dans l'aspect droit des sociétés internationales, concurrence... Et puis d'acquérir aussi des compétences sur tout ce qui est institutions internationales, organisation internationale et tout. Mais c'était autant du droit privé que du droit public. Et ensuite, c'était au M2 où c'était un peu plus spécialisé. C'était en fait un LLM. Et donc là, c'est quoi un LLM? Un LLM, c'est un master en droit qui va s'apparenter aux pratiques qui sont faites dans les universités anglo-saxonnes. Et donc là, on avait vraiment des intervenants qui étaient profs dans des universités étrangères qui venaient pour nous faire cours. Et on avait plutôt un aspect pratique, où on avait des cours où on négociait des contrats entre nous, ou bien on rédigeait également des statuts, où on avait des scripts où on devait représenter une certaine partie. Donc c'était assez professionnalisant d'une façon. Et donc après ça, j'ai tenté une première fois l'examen du barreau en France, que j'ai pas eu. Et donc, il est dur. Il est dur. Il est dur et en fait, le truc c'est que
même si tu as beau travailler énormément et être bon élève toute ta scolarité, ça ne veut pas forcément dire que tu l'as. Ça repose vraiment sur beaucoup de choses, ça s'apparente presque à un concours au final. Et donc, j'ai passé cet examen-là, je ne l'ai pas eu. Et c'était un peu dur, parce que c'était un peu un échec. Dans ma scolarité, j'ai jamais eu vraiment d'échec. Et donc, c'était dur à encaisser. Après, c'est grâce aux échecs aussi. Exactement. On apprend. Exactement. C'était dur à encaisser sur le coup, mais au final, en fait, cet échec-là, il m'a permis vraiment de rebondir. En fait, le truc, le secret, c'est juste en fait d'apprendre de ces échecs et d'aller de l'avant. Et donc, après ça, je me suis dit que j'allais faire 1 an de stage. Donc, j'ai postulé pour faire un stage à Paris. C'était dans un assez gros cabinet où là, j'étais dans une équipe qui était consacrée au financement. Donc en fait, les clients, c'était nous surtout des banques où on les accompagnait dans leur démarche de financement pour l'acquisition de sociétés. Et donc on les aidait à la rédaction des contrats de crédit, on les aidait à la rédaction des sûretés pour garantir ces financements-là. On les accompagnait en fait vraiment du début du projet jusqu'à la fin où voilà, on signait les documents et que voilà, les sociétés étaient transférées. Donc c'était surtout du financement LBO, donc avec de la dette, donc de la dette junior, senior ou mezzanine, enfin ça dépendait en fait des dossiers. Alors c'est quoi la dette junior En fait, senior, mezzanine, moi pour moi c'est un appartement mezzanine. En fait, la dette elle peut être catégorisée en plusieurs rangs. Et donc la dette senior, ça va être la dette, le contrat en fait de prêt qui va être consenti par une banque. Et ensuite, il y a plusieurs d'autres niveaux de dette avec d'autres prêteurs. Et en fait, si jamais il y a un défaut, en fait, le remboursement va être fait dans un certain ordre. Et donc, la senior va être faite en première. Et en fait, la senior, c'est celle qui va être remboursée en première, mais c'est celle qui va être économiquement la moins intéressante. Alors que les autres, si jamais en fait il y a un cas de défaut, elles vont peut-être ne pas être remboursées, mais sur le temps où voilà, il y a des intérêts ou bien il y a une façon de la rémunération en fait pour la contrepartie en fait de ce prix, et ça va être plus intéressant en fait. Les taux vont être plus élevés, en fait ils vont gagner plus que par exemple les banques qui vont prêter de l'argent. Et donc, quand je suis arrivée, je ne connaissais rien du tout à ce sujet-là. Parce que j'avais fait des stages avant, mais c'était des stages assez... c'était général, c'était vraiment pour avoir une première approche du métier d'avocat. C'était dans des petites structures également. Donc, ça nous permet vraiment aussi d'apprendre, de savoir un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, dans quel domaine on veut exercer ou non, éventuellement. Et ça permet aussi de mettre en application ce qu'on a appris à la fac, évidemment aussi. Et là, c'était vraiment différent. Et j'ai eu de la chance d'être dans une équipe hyper formatrice qui ont pris le temps de m'expliquer en détail ce qui se passait, pourquoi on faisait ça, pourquoi on rédigeait ça. Parce que ça, c'est rare. Exactement. Surtout, je sais qu'à Paris, des fois, dans certains cabinets, en fait, il y a beaucoup de stagiaires et des fois, on ne fait pas forcément des choses tout le temps très, très intéressantes. Et là, en fait, j'ai eu vraiment la chance de voir ça, aussi participer au closing, aux réunions avec les clients, avec les autres avocats, voir comment c'est négocié. Donc ça, c'était aussi intéressant à voir. Et donc en fait, ce stage m'a fait comprendre que j'aimais beaucoup le financement. Et donc de là, j'ai postulé pour le Luxembourg, où j'ai été prise pour un stage de 6 mois. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au Luxembourg. Pourquoi tu t'es dit je vais postuler au Luxembourg? Alors en fait, quand j'ai fait mon stage de fin de master, c'était dans une entreprise, parce que je voulais un peu changer. Donc j'avais fait les cabinets, et là je me suis dit entreprise. Et en fait, le directeur juridique, qui était mon maître de stage, était ancien avocat. Et en fait, il avait commencé sa carrière au Luxembourg. Et donc il m'avait dit, tu sais, avec ton profil et le cursus que tu as fait, je pense que le Luxembourg, ça t'irait bien. Je pense que tu t'y plairais, et puis c'est vraiment cool pour commencer là-bas. Donc il m'avait dit ça, et à la fin de mon stage, je suis partie en vacances, et donc j'ai refait mon stage à Paris, donc en financement. Et après ce stage-là, je me suis dit, maintenant je vais faire un autre stage, et je me suis rappelée de ce qu'il m'avait dit. Et donc j'ai postulé au Luxembourg, et je me suis dit, je suis jeune, j'ai envie d'avoir de l'expérience, aussi à l'étranger, donc pourquoi pas le Luxembourg, puisque c'est pas très loin non plus, si jamais j'ai un souci ou quoi, ou j'ai envie de revenir. Et puis visiblement ça s'apparente quand même pas mal au droit français.
Donc je me suis dit, je vais tenter le Luxembourg. Et donc c'est comme ça que j'ai fait un stage au Luxembourg. Donc ils t'ont pris alors que tu as fait tes études en France. Exactement. Ça n'a pas dérangé. Pas du tout, parce que c'est aussi les expériences que j'avais faites qui ont compté. Parce que le financement, c'est très international. Donc en fait, même si j'exerçais à Paris, enfin j'ai fait mon stage à Paris, ça ne m'empêchait pas d'aller au Luxembourg. Et puis aussi avec le droit européen, finalement, tout est harmonisé. Et puis quand on est stagiaire, de toute façon, le but c'est d'apprendre. Donc même si on ne connaît pas forcément, on est là pour apprendre généralement. Et donc ils m'ont pris sans aucune expérience préalable au Luxembourg, sans avoir fait des études au Luxembourg. Donc je suis arrivée au Luxembourg et donc j'ai commencé à apprendre aussi, à avoir mes premiers pas avec le droit luxembourgeois. Et puis c'est aussi en fait, de toute façon l'apprentissage ça dépend surtout de soi, de l'intérêt qu'on a. Et donc, quand on te donne un travail à faire, ok, on fait le travail, mais derrière, il faut essayer de comprendre pourquoi on te demande de faire ça, lire la loi, voir pourquoi là, on a écrit ça à cet endroit-là, en regardant les dispositions, le droit européen, les règles. Et donc, je pense que vraiment, l'apprentissage dépend de son investissement personnel. Et donc, j'ai fait 6 mois dans ce cabinet-là, qui est un gros cabinet luxembourgeois, un des plus gros d'ailleurs. Et donc c'est là où j'ai pu apprendre, avoir cette vision du financement au Luxembourg, qui était un petit peu différente de celle en France, mais qui était très très intéressante aussi, notamment sur la façon de rédiger les contrats, l'implication qu'on a aussi sur les dossiers, parce qu'il est un peu différente, et puis aussi sur la façon de négocier, et puis surtout, ce qui était très très intéressant, c'était cet aspect international. Les liens qu'on avait avec les conseils anglais, les conseils américains, les clients. Et puis surtout, en France, quand j'ai fait mon stage, les contrats étaient rédigés en anglais, tout était fait, en français, pardon. Tout était fait en français. Et là, quand je suis arrivée au Luxembourg, c'était tout en anglais. Donc, les contrats, il fallait les écrire en anglais. Les mails, il fallait les rédiger en anglais. La loi, la loi, elle est en français et en anglais. Mais quand on doit expliquer quelque chose à un client, les clients sont anglais en général, en tout cas parlent anglais, sont anglophones. Donc il fallait aussi s'adapter à ça. Et puis c'était, comme je disais, le vocabulaire juridique purement relatif aux sûretés, au droit, fallait aussi l'apprendre un peu parce que c'est des choses assez spécifiques. Donc moi ce que je faisais par exemple, c'est au début, quand je voyais des mots, je les écrivais dans mon cahier, j'écrivais la définition, j'écrivais à quoi ça se rapportait. Comme ça en fait je retenais. Et en fait c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on arrive à finalement monter en compétences et voilà quoi. Et donc après mon stage, en fait pendant mon stage on m'avait parlé du barreau au Luxembourg et les modalités, etc. Et en fait au fur et à mesure du stage je me suis dit que j'aimais vraiment bien le Luxembourg, que ce soit la façon de travailler, que ce soit la mentalité, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent de partout et d'ailleurs. Et donc ça c'est très très intéressant, autant au niveau professionnel que personnel, parce qu'on en apprend beaucoup sur la culture des gens, sur les pratiques, les façons de faire. Et donc, je me suis dit, finalement, je pense que je vais tenter le barreau luxembourgeois. Donc, je suis rentrée quand même à Paris pour les vacances. Et ensuite, je me suis renseignée, j'ai posé des questions sur les démarches. Et puis, je me suis inscrite pour passer le barreau en 2023. Enfin, on a passé l'examen en 2024, mais les cours commençaient en octobre 2023. Ah, donc tu avais des cours avant quand même Oui, en fait, donc en gros, le barreau Luxembourg, c'est à peu près 4 à 6 mois de cours d'abord, pour justement avoir on appelle ça les CCDL, c'est les cours complémentaires en droit luxembourgeois. Justement, c'est fait pour que en fait, les personnes qui n'ont pas forcément eu un cursus purement luxembourgeois puissent se familiariser avec le droit luxembourgeois. En fait, on a plusieurs matières qu'on choisit. Il y a plusieurs pools de matières, des matières plutôt sur les institutions, des matières générales, droit des contrats, responsabilité civile, et ensuite on a des matières spécialisées qu'on choisit également. Et donc on est à cours pendant 4 à 6 mois, donc octobre jusqu'à fin janvier, février. C'est des cours toute la journée ou tu peux faire ton stage à côté? T'étais en stage à côté? Alors non, en fait ce qui se passe c'est que quand on est assermenté, il faut avoir ce qu'on appelle le stage judiciaire, mais on peut le chercher avant. Et donc moi je voulais avoir déjà en fait ce stage judiciaire. En fait on parle de stage judiciaire mais c'est un peu un abus de langage parce que c'est un emploi finalement. Et donc moi je l'ai cherché, donc en octobre j'ai commencé les cours en parallèle et j'avais mon CDI déjà. Et donc je travaillais pour une étude
Et donc, à l'étude, en fait, c'était aménagé. C'était aménagé, donc on travaille et en même temps, on peut aller en cours. Les cours, alors ça dépendait des jours, mais des fois c'était des demi-journées, des fois c'était toute la journée. Et donc en fait, quand on avait cours, on allait en cours. Et le cabinet le savait, l'associé le savait. Donc ils avaient aussi nos emplois du temps pour qu'ils puissent aussi s'adapter parce que on était très impliqués dans le travail, mais du coup, en fait, il fallait aussi communiquer pour que, voilà, si là j'ai cours, je disais à mon collègue, là, je me suis arrêtée là, dans ce travail-là. Comme ça, eux aussi savaient reprendre si jamais Donc, en fait, il y avait des urgences. C'est comme une alternance. Exactement, c'est un peu comme une alternance au début. Donc de octobre jusqu'à février, c'est la partie alternance. Et ensuite, ce qui était très très bien avec mon cabinet, c'est que de janvier jusqu'à mars, on avait 2 mois complets où on révisait. On était vraiment focus sur la révision pour les examens du CCDL, tout en continuant d'être rémunéré. Donc ça, c'est vraiment vraiment très intéressant. C'était vraiment parce que c'est ta société qui le faisait ou toutes les boîtes pouvaient t'accorder ça? Alors, il y a beaucoup de cabinets qui accordent un aménagement, mais les termes sont différents en fait en fonction des cabinets. Mais oui, donc en général, quand on leur dit qu'on postule pour une collaboration et qu'on compte passer les CCTL, ils sont au courant, ils ont l'habitude, donc ils ont déjà quelque chose qui est mis en place au niveau des ressources humaines, etc. Et c'est le cas dans plusieurs cabinets de la place, mais ça dépend en fait, chacun organise un peu comme il le souhaite. Tout en arrangeant bien sûr les collaborateurs pour le passage des CCDL. Et donc en février, on a eu les examens et après on a eu les résultats en avril et ensuite dès qu'on a les résultats, on peut être assermenté. Bon, il y a d'autres conditions à remplir, mais après en juin, on a l'assermentation. Et puis si jamais on n'a pas toutes les matières, on n'a pas validé tout, il y a aussi des rattrapages, donc ça c'est intéressant. Parce que c'est différent par rapport à ce qu'on a en France aussi. Et voilà. Donc, parce qu'en France, le barreau, c'est que 3 fois, non? Alors déjà, c'est que 3 fois. Et en plus de ça, il n'y a pas de rattrapage. Et puis, il y a des écrits et des oraux. Là, on n'a que des écrits. On n'a que des écrits... et au Luxembourg, c'est 3 fois aussi ou c'est autant que tu veux? Luxembourg, je pense que pour les CCDL, c'est autant qu'on veut. Mais en fait, en général... tu l'as forcément à un moment donné ou un autre, en tout cas les CCDL. Parce qu'en fait, c'est en plusieurs étapes. On a d'abord les CCDL, ensuite donc on est assermenté. Donc ça, c'est l'écrit. Ça, c'est l'écrit. On est assermenté, donc on devient vraiment avocat sur la liste 2. Donc on est avocat stagiaire, pour être plus précis, mais bon, on est quand même avocat, on a des responsabilités, on doit respecter les principes de déontologie, enfin vraiment, on est vraiment assermenté au barreau. Et donc de là, en fait, il n'y a pas vraiment de changement entre le avant assermentation, en tout cas dans le travail, et le après. Même si on a des prérogatives en plus dans la façon de gérer les dossiers, etc. Et puis ensuite, il y a une période de 2 ans qui s'ouvre de stage judiciaire, où là, on a quelques cours, quelques examens également, avec aussi une deuxième session si jamais il y a eu un petit couac. Et puis ensuite, à la fin des 2 ans, on a ce qu'on appelle l'examen de l'avoué, où là, là, tu dois tout avouer. C'est ça. Là, c'est surtout que tu dois... Vraiment, c'est un examen avec un programme très très large, où on est noté sur un examen général, avec comme matière de droit commun, droit des contrats, responsabilité, bail, vente, droit international, droit européen. Donc en fait, tu n'as pas une spé, parce que toi, tu étais dans l'aspect droit des financements. Oui. Du coup, quand tu as passé le barreau, oui. Donc tu as passé le barreau, pour résumer. Et ensuite, donc c'est les CCDL. Oui. Donc ça, c'est l'écrit. Ensuite, il y a une période de 2 ans. Et cette période de 2 ans, c'est vraiment tout est général. C'est pas que parce que tu veux être avocate en droit des sociétés. Mais en fait, pour les CCDL, il faut le passer, mais en fait, chacun a sa spécialité ensuite. Chacun peut exercer, moi j'ai exercé en droit des sociétés, mais il y en a qui passent les CCDL et qui vont faire du pénal, qui vont faire des fonds d'investissement, qui vont faire du droit de la famille, etc. Donc vraiment les CCDL c'est le barreau, mais c'est pour tout le monde doit le passer, pour peu importe la spécialité. Et c'est ensuite à l'avoué où on a un examen général et on a également un examen de spécialité qu'on choisit. Et puis donc c'est ces 2 gros examens là, et ensuite quand on obtient cet examen là, on devient
avocat sur liste 1, donc avocat à la cour. Donc on a d'autres choses aussi, d'autres prérogatives qu'on peut maintenant faire, plaider tout seul, etc. Parce avant l'avoué, tu pouvais pas plaider tout seul. Non, tu dois toujours le faire sous... En fait, tu as un maître de stage quand tu passes CCTL. Ton patron de stage, en fait, donc il a une obligation de te former pendant ces 2 ans-là. Mais il y a aussi des choses qui doivent passer par lui. Il doit superviser un peu aussi ton travail d'une certaine façon. Et donc, il y a des choses que tu peux pas faire encore tout seul. Et puis, donc, par contre, quand tu vas passer l'avoué, là, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Enfin, tu as toute ta liberté, toutes les prérogatives, disons, d'un avocat, etc. Donc là, aujourd'hui, tu es avocate en droit des sociétés au Oui. Luxembourg. Exactement. Est-ce que tu peux exercer en France? Pas encore, justement, parce que c'est à partir de l'avoué. Parce que moi, j'ai pas encore passé l'avoué. Pour l'instant, je suis encore dans mon stage judiciaire. Je passe l'avoué l'année prochaine. Mais c'est à partir du moment où tu passes l'avoué que tu peux là maintenant demander une équivalence et donc passer, travailler en France ou dans n'importe quel autre barreau étranger de façon générale en fait. Et tu vas passer l'équivalence ou pour l'instant? Pour l'instant, Luxembourg, ça me va. Après, pourquoi pas passer l'équivalence pour le barreau français. Ça peut toujours être intéressant et important de le passer, surtout qu'il y a un seul... Bon, il y a un examen, mais c'est de la déontologie. Mais c'est bien de le faire dans la continuité, comme ça, après, ne pas s'embêter ensuite avec un examen à passer plus tard. Autant le faire d'un coup, finalement. Et maintenant, donc tu passes quand l'avoué? L'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça, en juin 2026. Donc c'est pareil que des examens écrits? Oui, c'est des examens écrits. Plus un examen dans ta spécialité? C'est ça, donc un examen général et un examen de spécialité qu'on choisit. Et si tu rates? Ce que je te souhaite pas, mais si tu rates, comment ça se passe? On a plusieurs chances. On a, je crois, 5 chances, si je ne me trompe pas, pour passer l'avoué. Et puis, voilà, normalement aussi, puis de 1, il y a des rattrapages, et de 2, il y a plusieurs chances pour passer l'avoué. Donc, logiquement, ça devrait être... Et donc, en termes simples, c'est quoi les droits des sociétés? Les droits des sociétés, disons que c'est l'ensemble des règles qui vont régir la vie d'une société, de sa constitution jusqu'à sa dissolution. Et en passant par la rédaction des statuts, l'organisation de la société, la prise de décision, les organes de gestion, et puis on a aussi d'autres documents annexes comme les pactes d'associés qui, en plus des statuts, vont régir certaines règles spécifiques entre les associés pour que chacun puisse y avoir ses droits qui sont respectés et puis organiser aussi certaines choses qui vont être organisées en dehors des statuts en fait pour régir les droits de tout le monde de façon générale. C'est un peu ça le droit des sociétés. Et quel type d'entreprise vient te voir? Est-ce que c'est plutôt des PME, des startups, plutôt des grands groupes ou un peu des trois? J'ai plutôt tendance à dire plutôt des grands groupes ou bien des fonds d'investissement. Généralement, les clients, ça va être des gros fonds d'investissement. Nous, principalement, en fait, qui investissent dans tout ce qui est private equity. Donc, ils vont avoir des holdings au Luxembourg, au travers desquels, en fait, ils vont investir ensuite dans des sociétés opérationnelles. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de l'établissement de ces structures et de ces holdings au Luxembourg qu'ils vont venir nous demander des conseils pour qu'on les aide juridiquement à rédiger les documents, aussi protéger leurs intérêts et puis vraiment traduire en fait juridiquement ce qu'économiquement ils veulent faire. Et ça c'est une question personnelle, ça coûte cher une holding? Une holding? Ouais. Pour la constitution ou... Pour la constitution. Ça, tout est relatif, mais pas tant que ça finalement. Je pense qu'une holding, en fait, constituer une société en fonction du type de la société, ça coûte pas forcément très cher. Surtout si c'est des sociétés qui n'ont pas d'employés, etc. et qui ont des aménagements, notamment au niveau de la comptabilité, de la fiscalité. Donc non, pas tant que ça finalement, je pense. En fourchette à peu près? En fourchette, par exemple, si c'est une SARL, déjà il faut les fonds pour le capital social qui est de 12 000 €. Et ensuite, il faudra aussi peut-être quelques fonds pour tout ce qui est payer les conseils, etc. Donc, je pense que globalement, sur du 30 000 € pour une société, à peu près. Et qu'est-ce qui rend le Luxembourg attractif pour les entreprises sur le plan juridique? Je pense que c'est la flexibilité du droit,
aussi la rapidité sur l'adaptation, la transposition des directives, de façon générale du droit européen. En fait, je pense qu'au Luxembourg, il y a vraiment une volonté de rendre le pays attractif au niveau juridique, notamment par les types de sociétés, les types de fonds d'investissement qui sont créés et mis en place. Je pense notamment aux fonds d'investissement qui sont spécialisés, les CIF ou les RAIF, qui ont été notamment les RAIF qui sont mis en place, je crois, si je ne me trompe pas, en 2016. Alors RAIF, CIF, c'est quoi? CIF, c'est un fonds d'investissement spécialisé, et RAIF, c'est un fonds d'investissement alternatif réservé. Ça va être des fonds d'investissement qui sont surtout destinés aux professionnels, mais en fait qui ont une grande flexibilité, notamment sur les types d'investissement, et puis sur les obligations, notamment en termes de diversification des actifs. Parce qu'il y a beaucoup de règles qui régissent. Bon, je ne suis pas une spécialiste des fonds d'investissement, mais il y a beaucoup de règles qui régissent les fonds d'investissement au Luxembourg. Et en fait, en fonction des types de fonds d'investissement, en fait, ceux qui vont être plus ouverts aux personnes privées comme toi et moi vont être plus protégés, parce que forcément, les plus vulnérables, on a peut-être un peu moins de connaissances. Et donc, notamment, ils vont être régulés par la CSSF, qui est l'autorité qui régit les marchés financiers au Luxembourg. Et donc, il y aura plus de rigidité, tandis que les fonds que j'ai cités vont être plus destinés à des professionnels, qui ont plus de connaissances et qui sont plus au fait, notamment des banques ou des institutions ou des fonds d'investissement. Et donc, dans ce cas-là, il y a une sorte de flexibilité. Et donc, c'est ça qui va attirer les investisseurs professionnels. Et puis, de façon générale, donc voilà, le droit, les statuts, en fait, il y a une liberté contractuelle aussi qui permet, en fait, dans une certaine mesure, voilà, de faire un peu, d'adapter, de moduler en fonction de l'investissement, en fonction de ce qu'on veut, en fonction des actionnaires aussi. Donc je pense que c'est ça aussi qui rend le Luxembourg attractif, et vraiment la réactivité par rapport au droit européen et à la transposition par rapport à certains d'autres pays. Donc je pense que ça, ce sont des éléments qui vraiment attirent les investisseurs au Luxembourg. Et selon toi, le Luxembourg, est-ce qu'il est encore perçu comme un paradis fiscal, ou est-ce que c'est un cliché dépassé? Je pense que c'est un peu un cliché dépassé. Parce que, en fait, maintenant, avec toutes les obligations en termes de reporting, en termes de transparence au Luxembourg, on ne peut plus vraiment dire que le Luxembourg est un paradis fiscal, même si voilà, il y a des avantages fiscaux, mais je pense peut-être plus que dans certains autres pays, mais comme un peu partout, il y a toujours une façon de faire des montages qui permettent d'optimiser la fiscalité. Et donc, il y a toujours des moyens qui peuvent être mis en place en fonction de la structure pour pouvoir mettre en place quelque chose qui va te permettre de payer moins d'impôts. Et ce qui est, je pense, logique et assez intéressant toujours. Donc non, je pense que c'est un cliché qui est quand même un peu dépassé maintenant, aujourd'hui. Dommage, moi je suis venue pour ça. Du coup, je vais repartir. Et comment le droit luxembourgeois protège les associés et les investisseurs? Je pense qu'il y a beaucoup de façons de protéger les investisseurs et les actionnaires, notamment dans la façon la liberté, encore une fois, contractuelle. En fait, on est libre, dans une certaine mesure, encore une fois, de prévoir les règles qui régissent les sociétés et les rapports entre les actionnaires. Donc, partant de là, déjà, en fait, lorsqu'on a une structure avec des actionnaires minoritaires, majoritaires, et puis qu'on souhaite vraiment faire quelque chose d'assez précis par rapport aux règles de gouvernance, par rapport à comment est-ce qu'on veut que les dividendes soient répartis. Donc il y a cette liberté dans la rédaction des statuts, mais aussi les pactes d'associés. Franchement, c'est un document qui permet vraiment d'organiser les rapports entre les actionnaires. C'est quoi un pacte d'associés? C'est un contrat qui est entre les associés de la société et qui va permettre d'organiser les règles sur les relations entre les associés, les règles sur les votes, les pourcentages qu'il faut, quelles décisions doivent faire intervenir quels actionnaires ou quels associés. Il y a des fois une liste qu'on appelle de reserve matters, ce sont les listes des décisions qui doivent être prises
à une certaine majorité ou bien par certains des actionnaires qui doivent impérativement être en faveur. Donc il y a ça, il y a également des clauses sur la sortie après l'investissement ou la sortie des actionnaires, comment est-ce que ça va être organisé, comment est-ce qu'on va sortir de cet investissement-là, qui a le droit qui a quel droit dans la société. Et donc ça, ce sont des éléments qui permettent de protéger les actionnaires tant minoritaires que majoritaires. Et nous, en tant qu'avocats, en tant que conseil, en fonction de notre client, s'il est minoritaire ou majoritaire, on ne va pas du tout avoir la même approche sur la négociation des contrats. Et donc c'est ça aussi qui est très très intéressant dans ce métier-là, c'est que c'est un métier qui a beaucoup de facettes, déjà en fonction du domaine dans lequel on exerce, mais même en droit des sociétés ou en financement, en fonction de la partie, on ne va pas du tout avoir la même approche. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le métier. Bon, toi, du coup, ça fait 2 ans que tu es avocate. Enfin, voilà, on se comprend. Bientôt, oui, de toute façon. C'est ça. Est-ce que, bon, 2 ans, c'est peut-être un peu court, mais est-ce que tu as déjà observé une évolution dans la manière dont les sociétés se créent ou se financent ces dernières années? C'est vrai que, pour le coup, je ne suis pas sûre que, en 2 ans, je puisse avoir vraiment le recul pour répondre à cette question, mais je pense que de façon générale, il y a eu maintenant un processus de digitalisation sur la façon de constituer les sociétés. Donc, ça se fait de plus en plus de façon dématérialisée, même si, pour constituer une société, il faut toujours passer par un acte notarié. Donc ça, c'est un passage obligatoire. Au Luxembourg, pour constituer une société, c'est au notaire. Exactement, oui. Okay. On est obligé d'avoir le notaire. En fait, dès lors alors pour la constitution, mais aussi à chaque fois qu'on veut modifier les statuts, il faut passer un acte notarié. Donc, alors que chez nous, c'est le greffe, en France. Pour la modification des statuts. Pour la modification des statuts, oui, c'est ça, on n'a pas besoin de... En fait, c'est juste un acte sous seing privé et après qui doit être publié, mais il n'y a pas besoin d'un acte authentique ou de passer devant le notaire. Donc c'est vrai que ça, c'est la différence au début quand on arrive au Luxembourg, on dit faut prendre rendez-vous avec le notaire pour passer l'acte. J'étais en mode ok, bon, d'accord. Et puis finalement, en fait, du coup, les notaires, on les voit tout le temps. Souvent. D'un côté, c'est mieux. Oui. Parce que moi, j'avais vu une interview de Hakim, je crois, Ben Othman, celui qui a créé les Nabab Kebab. Ok. Et en fait, il expliquait que, parce que lui, il a vécu 12 ans au Luxembourg, mais il a créé tout ça en France. Les Nabab Kebab, de base, c'était en France. Il habitait en France, il habitait à Tours, en plus, dans ma région centre. Big up, région centre. et en fait, il a expliqué qu'en France, tu pouvais très bien changer les statuts très facilement en imitant la signature parce que tu passais pas par le notaire, contrairement au Luxembourg. C'est vrai que ça assure une sorte de sécurité finalement, qu'en fait finalement si les statuts sont changés, c'est forcément de ton fait et personne peut en général aller contre ou utiliser la signature pour changer les statuts de société. Donc ça évite un peu les fraudes aussi, donc ça a cet avantage-là. Et ça a un coût. Et en termes d'évolution, du coup, est-ce que tu as vu une grande évolution? Parce qu'on sur l'évolution, sur les financements, je pense qu'il y a une évolution dans le sens où je pense que peut-être que les investisseurs et les fonds utilisent en fait des véhicules qui ont été mis en place juridiquement assez récemment. Notamment donc comme je disais pour les investissements, les fonds d'investissement spécialisés, et puis aussi pour les sociétés les SCSP. Donc ce sont en fait des sociétés qui ont une personnalité mais qui ont des règles beaucoup plus flexibles, notamment dans l'organisation et sur les contraintes juridiques et comptables. Donc ça, c'est des véhicules en fait qui permettent déjà d'avoir beaucoup d'investisseurs, parce que pour certaines sociétés, on a un cap en fait où on ne peut pas avoir plus d'un certain nombre d'actionnaires. Et puis en fait, le document qui régit ces sociétés-là en fait sont vraiment qui peuvent vraiment être modulées comme on le souhaite. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a évolué sur le panorama en fait luxembourgeois. Okay. Et à quoi ça... Donc là, on va rentrer vraiment dans ta vie d'avocate.
À quoi ressemble une semaine typique dans ton métier? Je suis pas sûre que je puisse dire que j'ai une semaine typique. C'est bien, ça veut dire que chaque jour est différent. Oui, franchement, je pense que chaque jour est à peu près différent. Globalement, donc nous, on va conseiller nos clients sur les aspects droit des sociétés et financement. Une semaine typique, ça va être tant de la rédaction du document, de la négociation sur les contrats. On peut avoir par contre aussi également des... En fait, on ne travaille pas forcément que tout le temps sur des grosses transactions. Des fois, les clients ils vont venir nous voir pour simplement rédiger un procès-verbal pour une assemblée générale, pour l'approbation des comptes. Mais ça, c'est quelque chose de basique, mais qui doit être fait chaque année. Ils sont obligés de passer par un cabinet d'avocats pour changer les PV d'AG? Non, Okay. Ils ne sont pas obligés. Et des fois, il y a des choses qu'ils font en interne, mais pour les grosses transactions qui valent des millions ou des fois des milliards, ils préfèrent quand même passer par des avocats. Mais des fois, il y a des petits éléments qu'on dit de housekeeping qu'ils vont faire tout seuls eux-mêmes parce que c'est pas forcément nécessaire ou parce que ils ont l'habitude ou qu'ils ont aussi des fois des juristes in-house, donc ils vont pas forcément recourir tout le temps à l'avocat. On va aussi souvent avoir tout le temps des contacts avec les clients, on va les avoir au téléphone, ils vont nous poser des questions, ils vont des fois sur des points spécifiques pour certains points d'interprétation des statuts. On va, ouais, franchement, on fait beaucoup de choses et on travaille beaucoup en équipe aussi. T'as eu des embrouilles entre associés? Entre associés, oui. Des fois, il y a notre client qui va être en majoritaire va vouloir faire quelque chose et l'actionnaire minoritaire ne va pas être d'accord. Donc forcément, faut gérer ça. Faut prendre le parti de notre client. Mais est-ce que c'est genre comme Secret Story où tu regardes une télé-réalité où tu es là entre les deux qui s'embrouillent ou pas du tout? Peut-être pas comme Secret Story, mais c'est vrai que des fois, sur les calls, on fait souvent les réunions à distance, maintenant, forcément, vu qu'il y a des gens aussi qui sont dans d'autres pays. Mais c'est vrai que des fois, on est en call et puis on est là, on regarde et puis on se dit ok, intéressant. Mais on apprend beaucoup aussi de ce genre de situation un peu conflictuelle parce qu'on voit comment il faut gérer. Parce qu'en fait, c'est aussi les avocats souvent qui vont parler plus que les clients. Les clients interviennent aussi, mais c'est les avocats de chaque partie qui vont défendre les positions des clients. Et donc oui, il y a des situations conflictuelles qui des fois en fait sont un peu drôles. Et puis, mais voilà, ça fait partie aussi du métier. Voilà. Et comment tu gères la charge de travail et la pression? L'organisation, les to-do list et la communication. Je pense que c'est les points clés parce que en fait, il faut réussir. Au début, c'est dur, mais il faut réussir en fait à faire sa liste de priorités en fonction des deadlines, en fonction des clients, en fonction aussi des autres membres de l'équipe. Et au début, je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on a beaucoup de choses à faire pour à peu près le même temps, le même moment, en parler en fait, discuter avec les seniors, son associé de référence. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir plusieurs choses et d'aller voir mon associé et lui dire écoutez, moi j'ai ça à faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en priorité en fait? Comme ça, elle est au courant. Si c'est pas fait dans les délais ou en tout cas s'il y a... je sais que je suis pas capable de faire les deux en même temps, elle est au courant, elle peut s'adapter, elle peut éventuellement demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Et puis ça évite aussi de devoir travailler jusqu'à très tard la nuit, même si ça c'est, je pense, un passage presque obligatoire. Et du coup, c'est un métier compatible avec ta vie pro? Je pense que oui, mais il faut juste, avec la vie perso, se donner des limites. Franchement, je pense que ça dépend de soi. En fait, ça dépend aussi de ce qu'on veut. Moi, personnellement, je suis jeune. J'ai pas forcément ma famille qui est juste ici. Donc, j'ai pas d'enfants. Voilà, j'ai pas une vie de famille encore. Donc, ça me dérange pas de faire certains sacrifices, de finir tard, ou de travailler des fois. Le week-end, j'évite. Vraiment, j'évite au maximum, mais de travailler le week-end. Et donc, en fait, c'est aussi en fonction de ce qu'on veut. Je sais que là, j'ai envie d'apprendre, vraiment. Et je pense que pour apprendre, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, ça demande du temps. Donc, il y a aussi cet aspect-là.
Et faut s'imposer des limites, faut s'écouter, faut écouter son corps. Des fois, quand on travaille toute la journée et que j'arrive à un stade où je sais que là, si je continue, je commence à rédiger ça, je vais pas être productive ou je vais faire des coquilles, même si, voilà, je sais que je vais me relire à chaque fois, même si je fais quelque chose le soir, ma règle c'est, même si je travaille le soir, je me relis toujours le lendemain matin avec l'esprit frais. Donc pour éviter voilà, de perdre du temps, de faire un truc le soir et ensuite devoir le refaire presque le lendemain parce qu'on se rend compte qu'on était trop fatigué, qu'on n'était pas assez productif. Donc il faut savoir aussi se donner des limites, mais je pense que globalement c'est compatible. Après ça dépend aussi de la structure dans laquelle on travaille, parce que le métier on peut l'exercer de plusieurs façons différentes, dans des gros cabinets, dans des plus petites structures, en indépendant vraiment tout seul. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue et qui est important. Et dans un environnement masculin? Je pense qu'en fait, dans mon cabinet, il y a quand même une grande parité, en tout cas au niveau des associés, parité. Ok, parce que j'allais te demander du coup, est-ce que tu as déjà rencontré des obstacles en tant que femme? Oui, forcément, même si c'est un environnement qui reste quand même globalement masculin, même si je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller au-dessus de ça et d'assurer la parité et en fait, la femme a sa place forcément dans ce métier-là, mais en fait, il faut se la faire. Il ne faut pas attendre qu'on se la fasse en fait. Il faut se la faire, il faut ne pas hésiter à intervenir pendant les réunions, ne pas hésiter à donner son avis. Et au début, c'est un peu dur parce qu'on a aussi un peu ce syndrome de l'imposteur où on pense qu'on sait rien parce qu'on est vraiment en train d'apprendre, mais en fait, on se rend vite compte qu'on évolue vite aussi. Ça aussi, encore une fois, ça dépend de ton investissement personnel. Les évolutions de chacun dépendent vraiment du travail de chacun. Mais oui, il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut vraiment prendre les choses en main. Et même, encore cette semaine, j'avais cette discussion-là avec des collègues où même quand on est des fois associé, il y a des situations où en fait des autres avocats ou des contreparties ne veulent pas écouter ce qu'on dit juste parce qu'on est des fois une femme. Alors que ce qu'on dit c'est très très pertinent. Et une personne de couleur aussi, forcément. Déjà ça, il n'y a pas beaucoup d'associés. En tout cas, je pense... de ce que je vois au Luxembourg, il n'y en a pas beaucoup qui sont au stade d'associés, qui sont des personnes de couleur. Donc ça, c'est aussi un autre obstacle ou plutôt challenge qu'il faut réussir à affronter et aller de l'avant avec ça aussi. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui souhaite devenir avocate au Luxembourg? Il faut foncer, il ne faut pas se fermer les portes et il faut vraiment travailler et je pense que avec ça, faut être ambitieux et tout donner, je pense. Et donc même sans contact, ça peut... Même sans contact. Moi, j'avais pas de contact. J'avais personne de mon entourage qui était avocat. Et LinkedIn, Village de la Justice, demander aux gens des conseils. Pendant les études, au fur et à mesure, on se fait aussi des contacts, aller dans les conférences, se poser des questions. Vraiment, faut faire ça. Créer son réseau. Créer son réseau, c'est important aussi. C'est pour ça que je suis là. Exactement. Allez sur le Discord. C'est pour ça que je crée un fucking Discord pour qu'il y ait du monde et pour créer un réseau. Y a-t-il un mythe que tu aimerais casser sur la profession d'avocat? On ne connaît pas la loi par cœur. On n'apprend pas la loi par cœur. On ne connaît pas le code civil. En France, il y a une loi qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Tout à fait. Donc, tout à fait. Mais ça veut dire qu'il faut faire ses recherches. Mais ça ne veut pas dire que je connais par cœur tous les articles de tous les codes et même chacun a sa spécialité aussi. Donc en fait, on sait où chercher. Il faut savoir où chercher, il faut savoir comment chercher, il faut la méthodologie juridique, mais on ne connaît pas la loi par cœur. Et comment tu vois l'évolution du Luxembourg dans les 10 prochaines années sur le plan juridique et économique? Je pense que le Luxembourg est très très bien parti dans le sens où en fait ils sont très attractifs dans la mesure où ils sont très réactifs. Je pense qu'il y aura beaucoup, peut-être, l'IA qui va aussi avoir un impact important sur la façon de travailler au Luxembourg, mais même global, mais aussi au Luxembourg. Je pense que c'est un endroit où ça pourra très très bien se développer. Et puis tout ce qui est aussi peut-être blockchain, smart contract, crypto, donc ça c'est aussi quelque chose, je pense, qui sera peut-être bientôt de plus en plus dans le droit et donc régi par les dispositions légales. Donc je pense que voilà, c'est ça qui va se développer. Bientôt, ça sera plus des apports en numéraire, ça sera des apports en crypto, hein, qui sait. Peut-être. Pour ou contre la crypto? Pour 100%. Est-ce qu'on peut encore innover juridiquement au Luxembourg selon toi?
Bah, je pense qu'on peut toujours innover. En fait, je pense que en fait, le droit, c'est suivre en fait l'évolution de la société. Parce que sinon, on resterait coincé en 1900 ou en 1804 avec les anciens codes civils, etc. Donc en fait, le droit, ce qu'on apprend en première année, c'est que le droit doit suivre un peu aussi l'évolution de la société, l'évolution du monde, l'évolution de l'économie. Donc je pense qu'il y a toujours la place à de l'évolution juridique au Luxembourg en général. Quel impact les régulations européennes ont-elles sur ta pratique au quotidien? Bah, un grand. Parce que il y a beaucoup d'éléments du droit luxembourgeois, du droit des sociétés, du droit du financement qui sont en fait régis au niveau européen et ensuite qui sont transposés ou bien voilà, entrent dans le droit luxembourgeois. Donc tous les jours, en fait, tout ce qu'on fait quasiment, c'est des choses, on travaille sur du juridique harmonisé, donc ça a un impact énorme en fait finalement, le droit européen sur le droit luxembourgeois. Et l'IA pour toi, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Une opportunité, clairement, parce que ça peut nous aider dans l'efficacité au niveau juridique, se concentrer sur vraiment ce qui demande l'intervention entre guillemets humaine du métier. Ça nous permet peut-être d'aller plus vite sur les tâches qui sont chronophages et qui ne sont pas forcément très intéressantes intellectuellement. Donc pour moi c'est une opportunité. Et d'ailleurs on commence à travailler avec l'IA, on a développé en fait, il y a un outil qui nous permet en fait d'aller plus vite sur certains éléments, etc. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va continuer à évoluer dans le métier, qui va aider le métier d'avocat en fait. T'as pas peur que ça te remplace? Parce que les gens, ils ont trop peur de ça. Oui, mais non, je pense pas qu'à ce stade, on puisse dire que l'IA puisse remplacer l'avocat, en tout cas, pas dans tous ses aspects. Le Luxembourg attire-t-il assez les jeunes talents dans le domaine juridique? Je pense qu'il en attire beaucoup. Je sais notamment par les forums, par les portes ouvertes, etc. Mais la problématique, je pense, c'est surtout de les retenir. Parce que c'est vrai que le Luxembourg, il y a beaucoup de jeunes qui viennent travailler pendant un certain temps et qui ensuite repartent. Donc en fait, je pense qu'il faut accompagner les gens. Tu sais pourquoi ils repartent? Des fois parce qu'ils veulent retourner dans leur pays ou dans leur région. Des fois parce qu'ils veulent changer juste d'environnement, parce qu'ils ont d'autres objectifs, d'autres choses qu'ils veulent aussi expérimenter. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de turnover au Luxembourg, mais je pense qu'il faut peut-être travailler sur la façon pour retenir les jeunes. Et là, on va passer à des questions un peu plus personnelles, si tu le veux bien. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en devenant avocate? Que j'avais plus de résilience que je le pensais. Les journées longues, bon, même si les études de droit, c'est pas non plus de tout repos, mais oui, la patience aussi, la capacité aussi à vraiment affirmer ses positions. Donc je pense que c'est des choses que j'ai développées depuis que je travaille ici et que je suis avocate. Et c'est quoi ta définition de la réussite aujourd'hui? La définition de la réussite, je pense, c'est être fier de ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un métier qui n'aiment pas. Toi, t'aimes? Oui, moi j'aime bien ce que je fais. En fait, c'est très très stimulant intellectuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que j'aime pas m'ennuyer. Et là, on s'ennuie vraiment pas. On ne fait jamais la même chose. Aussi, réussir à trouver un équilibre, je pense que c'est ça aussi la réussite. Et puis évoluer constamment, toujours. Essayer d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et je pense que c'est ça la réussite pour moi aujourd'hui. Y a-t-il un livre, un film ou une personne qui t'a marqué dans ton parcours? Plusieurs personnes m'ont marqué, plusieurs profs. Déjà, mon maître de stage que j'ai eu, grâce à qui je suis arrivée au Luxembourg finalement. Donc moi, à chaque fois qu'on me demande pourquoi je suis au Luxembourg, je parle toujours de cette personne-là qui m'a quand même bien marquée. Et puis en termes de livres, je dirais le livre de Michel Obama, Becoming. C'est un livre qui vraiment m'a marqué, je pense, dans mon parcours. Et puis... je l'ai pas lu, ça parle de quoi? En fait, ça raconte un peu sa vie, son parcours, parce qu'elle était aussi avocate, Michelle Obama. Et puis un peu les obstacles qu'elle a eus dans sa vie
en tant que femme de couleur aux États-Unis. Et puis ensuite, devenue première dame des États-Unis, donc avec le premier président noir. Donc, il y a beaucoup, je pense, d'obstacles sur ce chemin-là. Et donc, je pense que c'était très, très intéressant. Je pense que c'est un livre intéressant à lire. Et puis, il y avait un film qui s'appelle A Few Good Men, avec Tom Cruise d'ailleurs, et qui est un film assez intéressant, notamment parce que, en fait, il s'agit d'un procès militaire, et donc, en fait, de soldats qui ont aveuglément suivi les directives de leurs supérieurs, et c'est un peu l'histoire de savoir s'affirmer, savoir aller jusqu'au bout, savoir dire la vérité, même si, en fait, on subit, entre guillemets, une pression, et savoir reconnaître un peu aussi ses torts. Donc, voilà. Si tu dois parler à toi de 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Te ferme pas les portes. Te ferme pas les portes. Je sais que des fois, on a tendance à se dire oui, mais là, je sais pas si je peux postuler ici, ou bien est-ce que je vais être prise, etc. Vraiment foncer, ne pas se fermer les portes, avoir de grands objectifs et se dire que les échecs, ça te construit et ça te permet d'aller plus loin. Et puis, vraiment toujours tout donner. Et voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, rien que tout à l'heure, il y a moins de 2 heures, je discutais avec mon mari et on parlait de la proportion de femmes qui avaient un métier avec de fortes responsabilités et que bon, c'était pas, la parité n'était pas là. Et donc j'avais dit comme argument à mon mari, c'est que vous, des hommes, quand vous voyez une offre d'emploi, même si sur 10, il y en a 6 dans la liste, vous ne savez pas faire la tâche, vous allez quand même postuler. Oui. Alors que nous, non, dès qu'il n'y en a qu'un, on se dit ah bah non, on n'est pas fait pour le poste. Exactement. Je pense que c'est plus des têtes brûlées et qui vont foncer, alors que nous, on est plus peut-être dans la précaution ou dans la réflexion. Et même pour les négociations sur les salaires, les choses comme ça. C'est ce qu'il disait. Il disait, nous les hommes, ils négocient plus. Exactement, alors que nous, on n'ose peut-être pas, mais à tort. Exact. Négocier vos salaires. Exactement. À quel moment une entreprise te contacte-t-elle pour une opération de financement? Ils vont généralement nous contacter en fait en amont quand ils savent la target en fait qu'ils veulent acquérir et qu'ils veulent en fait un montage juridique et financier. Et donc là, ils vont venir nous contacter, ils vont nous expliquer un peu leur projet, ce qu'ils veulent faire. Et donc, généralement, il y a aussi ce qu'on appelle un term sheet, qui en fait c'est un document qui est un peu aussi commercial, où ils ont déjà négocié les termes avec les banques, etc., le prêt, les taux d'intérêt, enfin tous ces détails-là que je ne maîtrise pas, mais qui sont négociés par surtout les banquiers, etc. Et ensuite, nous, on va intervenir au moment où il va falloir rédiger les documents relatifs au financement, les contrats de crédit, les contrats de sûreté. On va les rédiger en fonction, donc, comme je disais, de la partie qu'on représente. On a un point de vue différent, on négocie d'une façon qui va également être différente. Et puis ensuite, de là, nous, on va aussi négocier avec la contrepartie et défendre les intérêts du client. Et pour toi, c'est quoi une bonne négociation? Une bonne négociation, c'est en fait, pour moi, réussir à trouver un équilibre. Quelque chose qui convienne aux parties, en protégeant les intérêts de notre client, en protégeant aussi, en anticipant les besoins, les blocages qu'il peut y avoir, des choses qui ne sont pas forcément maintenant dans nos têtes, mais qui peuvent être un problème plus tard. Donc c'est ça, pour moi, une bonne négociation. Et si tu peux me partager une mission dont tu es particulièrement fière? Alors cette année, on a travaillé sur un très 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 gros dossier. Bon, les obligations de confidentialité, etc. Mais grosso modo, c'était un gros client qui vendait une société opérationnelle. Et en fait, on a travaillé d'arrache-pied. Je pense que j'avais jamais autant travaillé depuis que je suis arrivée là-bas. Et donc avec ma senior, on a tout négocié avec les autres avocats. On a énormément travaillé et c'était un énorme dossier qui nous a valu de travailler jusqu'à 5h du matin. Mais c'était, je pense, un des plus intéressants parce que j'avais aussi maintenant plus de recul et d'autonomie. Et donc, j'avais plus d'impact aussi sur les commentaires, la rédaction, etc. Donc ça, c'était un des dossiers préférés. Est-ce que tu plaides? Non.
Et pour finir, quelle est quelle est une chose que peu de gens savent sur toi, mais qui te définit beaucoup? Je dirais que j'écris beaucoup. J'aime bien écrire pour avoir les idées au clair, pour me permettre aussi des fois juste de me décharger en fait une partie de ce qu'il y a dans ma tête, etc. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et je pense que je le fais encore enfin je le fais de plus en plus depuis que je travaille. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, écrire et lire aussi. Lire, vraiment, ça, j'ai développé ça surtout les dernières années. Et, ça Mais là, me- t'attends de lire avec tout le travail que tu dois faire. Oui, vraiment oui, alors que je pensais pas, mais dans les transports, le soir, au lieu de regarder une série, des fois je lis. Mais en fait, faut trouver le temps, faut faire en sorte de trouver le temps pour lire. Après, je lis aussi beaucoup au travail, donc je le compte un peu dedans aussi. Ouais, c'est pas les mêmes histoires. Non, c'est pas les mêmes histoires, non. Parce que ce qu'il y a dans tes contrats et ce qu'il y a dans 50 nuances degrés en livre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et puis il y en a un que c'est plus pour te détendre, l'autre, t'es en constante alerte, réflexion, donc ça n'a pas le même impact sur le cerveau, quoi, c'est sûr. Moi aussi, j'adore lire et j'avais fait une règle qui était de lire au moins minimum 2 pages chaque soir. Bien évidemment, ça a duré 1 mois cette histoire. Et bon, j'ai pas continué, mais j'aimerais bien reprendre cette règle parce que vraiment, le fait de quitter son téléphone, Oui. moi qui a du mal à trouver mon sommeil, et en plus j'adore lire, donc Ouais. voilà, ça me permet de me reposer et de me préparer en fait au sommeil, quoi. Oui, non, franchement, c'est important. Je pense que c'est bien de faire ça le soir, surtout comme ça, le téléphone est de côté, et puis après, voilà, il n'y a plus d'écran aussi, ça permet de faciliter le sommeil. Et t'habites au Luxembourg? Ou en France, t'es frontalière? Alors, avant, j'habitais au Luxembourg, et ensuite, maintenant, j'ai déménagé, du coup, je suis frontalière depuis avril, je pense. Et donc, ouais, voilà, j'habite. Et pourquoi t'as déménagé sans indiscrétion? Parce que, principalement parce que au Luxembourg, les loyers étaient très élevés. Et c'est vrai que j'avais pas envie de travailler uniquement pour mon propriétaire. Donc, si j'avais aussi des projets, donc je voulais aussi épargner plus. Donc, on peut travailler au Luxembourg et habiter au Luxembourg, mais après, ça dépend aussi voilà, de la vision qu'on a sur le moyen, court terme. C'est ce que je dis tout le temps. Je dis tout le temps que c'est le contexte, c'est aussi chaque personne a sa stratégie, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais c'est mieux de vivre au Luxembourg. Il y en a d'autres qui me disent non, mais c'est mieux d'être frontalier. En fait, il n'y a pas de mieux. Comme quand on me demande c'est quoi le mieux entre la Suisse et le Luxembourg. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins pire, il n'y a pas de. C'est en fonction de toi, qu'est-ce que tu vas préférer. Exactement. Donc, moi, par exemple, j'investis beaucoup dans l'immobilier. Bien évidemment que, surtout qu'on me demande toujours de l'apport. Il y a encore des banques, pour ceux qui sont intéressés, il y a encore des banques qui ne demandent pas d'apport, mais beaucoup de banques maintenant demandent de l'apport et du coup forcément ça te permet d'économiser mieux en vivant en France. Exactement. Donc voilà. En tout cas, merci pour cette interview. Merci beaucoup à toi. Et donc j'espère qu'elle vous a donné envie de devenir avocate en droit des sociétés. J'espère aussi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!